Bonjour chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien, vous et tous vos proches. Le cours d'aujourd'hui traitera de la guerre de Cent Ans, de ce terrible conflit qui a duré de 1337 à 1453 et qui a opposé la monarchie des Capétiens-Valois, la monarchie française, à la monarchie anglaise, celle des Plantagenets. Oh, bien sûr, on ne s'est pas battu pendant 100 ans. Il y a eu de longues trêves. Et donc, je vais tenter, pendant ces quelques minutes, de vous expliquer, de vous décrire l'importance militaire de la guerre de Cent Ans et surtout les transformations que ça a entraînées sur l'ensemble de l'Europe, des royaumes, que ce soit sur le plan militaire et sur le plan financier. Alors, venons-en à l'origine de la guerre de Cent Ans. Pourquoi? Ce qui va nous faire un pont et un lien avec les cours précédents. L'origine de la guerre de Cent Ans, l'opposition entre les deux monarchies, est double et liée à deux types de raisons. À la fois à des raisons dynastiques et à des raisons féodo-vassaliques. Commençons par les raisons dynastiques, qui reprennent ce que je vous ai déjà expliqué. À la mort du roi capétien Philippe IV le Bel en 1314, il a 3 fils, mais son dernier fils, Charles IV le Bel, meurt sans descendant, mâle. Philippe IV le Bel avait une fille, Isabelle de France, qui était mariée au roi d'Angleterre Édouard II, qui eux, ensemble, ont un enfant, Édouard. Donc, pour succéder à Charles IV le Bel, pour succéder à Philippe IV le Bel, on se trouve devant un choix terrible. Soit on met un petit-fils de Philippe IV le Bel, qui est un Anglais, soit on trouve un neveu, Philippe VI de Valois, qui est un Français. Normalement, les règles de succession à la couronne auraient dû donner la couronne au petit-fils, donc à un roi d'Angleterre. Bien évidemment, les Français ne l'entendent pas de cette oreille, chers élèves. Alors ils vont sortir la loi salique. Ils vont sortir les règles de transmission des terres entre seigneurs. Et ils vont prétendre, comme je vous l'ai déjà expliqué, les Français, que la femme, j'ouvre les guillemets, ne fait pas planche. Et que la couronne de France serait comme une terre que l'on ne peut pas transmettre par les femmes. Argument tout à fait spécieux. En tout cas, les Français vont mettre sur le trône un Valois, Philippe VI de Valois, neveu du roi Philippe IV le Bel, plutôt qu'un Anglais, Édouard III, petit-fils du roi Philippe IV le Bel. Ça, c'est une des causes essentielles de la guerre de Cent Ans. Le conflit sera donc dynastique, à tel point que pendant 20 ans, le roi Édouard III, dans sa titulature, va se proclamer roi d'Angleterre et roi de France. Venons-en au conflit purement vassalique. Si vous regardez la carte de votre manuel, vous voyez que le roi d'Angleterre possède un immense fief en France. C'est le duché de Guyenne, qui correspond à l'Aquitaine, toute la région actuelle de l'Aquitaine autour de Bordeaux. Et comme vous le savez, le roi de France, très habilement, exige pour le duché d'Aquitaine ce qu'on appelle un hommage lige, un hommage prioritaire. Et à chaque fois, il va invoquer ces règles d'hommage qui ne sont pas respectées par le roi d'Angleterre comme prétexte à la confiscation des fiefs de Guyenne. En effet, le roi d'Angleterre, se prétendant souverain, ne veut pas rendre l'hommage à un autre souverain qu'il considère comme son égal. Donc, le conflit est aussi vassalique. Venons-en à la guerre proprement dite. Alors la guerre, ça vous fait revenir à votre ancien cours sur les Valois. La guerre à l'époque, la guerre du roi de France est une guerre féodale, une guerre de chevaliers. Le roi est le principal chevalier. Il se rend en personne au milieu de ses chevaliers avec son hoste sur le champ de bataille. Souvenez-vous de la bataille de Bouvines en 1214. Le roi Philippe Auguste est tombé 2 fois de cheval. 2 de ses chevaux sont morts sous lui. Il se bat en personne. L'armée est composée de 3 batailles, 3 lignes de chevaliers disposées en parallèle qui forment l'hoste. Et c'est la charge de la chevalerie lourde. Chacun des chevaliers y vient avec ses propres vassaux. Alors vous avez des chevaliers riches avec des armures dernier cri, et vous avez des chevaliers pauvres équipés de taille et de broc, chers élèves. Le but n'est pas de tuer les hommes. En effet, à la guerre chevaleresque, le but est de faire des prisonniers qu'on libère sous forme de rançon. On applique les codes de la chevalerie. La France est bien plus peuplée que le royaume d'Angleterre, probablement 17 millions d'habitants. Le roi Philippe IV le Bel avait tenté de les compter. On appelait ça des feux, FEUX. On pourrait appliquer un coefficient de
4 hommes par feu. Et on trouve en 1314 probablement autour de 15 millions de Français. Le royaume d'Angleterre est beaucoup plus faiblement peuplé. Il n'est peuplé que de 4 à 5 millions d'hommes. Donc sur le papier, les forces sont disproportionnées. Le royaume d'Angleterre ne peut pas vaincre et occuper le royaume de France. Donc, lors des guerres, que vont faire les Anglais? Ils vont débarquer à Bordeaux, dans leur duché de Guyenne, et faire ce qu'ils appellent des chevauchées, des raids, des razzias, des guerres de vitesse, s'en prendre aux villes qui sont peu garnies, refusant la plupart du temps le combat face à la lourde chevalerie française. La chevalerie française a la réputation d'être la meilleure, la plus lourdement armée, la plus nombreuse. En effet, dans la plupart des batailles de la guerre de Cent Ans, les Anglais qui vont nous vaincre très souvent sont inférieurs en nombre, 3 fois, 4 fois. Tenez, prenez la bataille de Crécy en 1346, où les Anglais vont nous vaincre. En 1346, le roi Philippe VI de Valois, en tant que premier chevalier, est à la tête de son hoste. Mais c'est l'avant-garde des Français, des chevaliers français, voulant briller, voulant montrer son esprit chevaleresque, qui, contre toute attente et contre tout ordre, va se lancer à l'assaut de l'hoste anglais, sans écouter les ordres du commandement de Philippe VI. Et la bataille de Crécy va tourner à la déroute des Français. Alors les Anglais ont un avantage stratégique sur le plan militaire. Dans ces débuts de la guerre de Cent Ans, comme je vous l'ai dit précédemment, l'armée est une armée féodale de chevaliers lourds. C'est l'hoste qui est convoqué. Mais en fait, comme vous le savez, ces chevaliers, qui sont les vassaux du roi, ne peuvent venir, s'ils le souhaitent, que pendant une période de 40 jours. Au-delà des 40 jours, le roi, s'il veut les maintenir sous ses ordres, est obligé de les payer. C'est la servitude chevaleresque du vassal. Il doit 40 jours gratuits d'aide militaire à son suzerain. On fait la guerre le printemps et l'été. Il faut que les chevaux ont de l'herbe à brouter. Donc la première partie de la guerre de Cent Ans a des caractéristiques encore féodales et médiévales. L'Angleterre a déjà un temps d'avance. Elle convoque pour ces guerres une armée petit à petit professionnelle, en valorisant les piétons. Attention, ces piétons se déplacent à cheval, mais ils combattent à pied. Et notamment, les Anglais ont une supériorité tactique avec leurs archers. Ils ont convoqué les archers, qui possèdent un long arc de 2 mètres, le longbow. Et ces archers, lors des charges de cavalerie française, protégés derrière des murs de piques et des palissades en bois, sont capables de tirer, d'après les chroniqueurs de l'époque, 6 flèches à la minute. Le ciel est complètement recouvert de ces flèches. Et en 1346, à la bataille de Crécy, ces archers, avec le longbow, vont réussir à vaincre les lourdes charges de la cavalerie française. 10 ans plus tard, 1356, l'histoire, hélas, se répète. C'est le roi Jean de Lebon, lui-même, en personne, à la bataille de Poitiers, à la tête de son hoste. Et il poursuit le prince d'Angleterre, qui, encore une fois, fait ses chevauchées depuis la Guyenne en débarquant par Bordeaux. En 1356, l'armée française est probablement 2 à 3 fois plus nombreuse que l'armée anglaise. Et encore une fois, à la bataille de Poitiers, les archers britanniques vont faire merveille. Surtout qu'une fois que le lourd chevalier français a son cheval qui est mort sous lui, c'est les coutilliers, la piétaille britannique qui va faire merveille. Avec des longs couteaux, ils achèvent les chevaliers français qui sont tombés à terre aux interstices des armures. En 1356, le roi Jean de Lebon, chevalier parmi les chevaliers, refuse de quitter le champ de bataille. Il est fait prisonnier avec son fils Philippe. La déroute est totale. Le roi de France est emmené prisonnier à la Tour de Londres. Les Anglais le relâcheront contre une énorme rançon qui doit être comparable à la fortune du roi de France à la levée d'impôts pendant 2 ans. Venons-en justement aux impôts. Les dépenses militaires étant tellement lourdes que ça va entraîner la création d'un impôt royal permanent qu'on appelle la taille. Le roi Jean de Lebon va être libéré sous promesse de payer
l'impôt aux Anglais, et il va y laisser un de ses fils en otage à sa place. Son fils s'évadant, le roi Jean de Lebon va quitter Paris et revenir se constituer prisonnier à la Tour de Londres, où il mourra en 1364. Vous voyez que les valeurs de la chevalerie imprègnent complètement la monarchie française. L'époque passe, les temps passent. La grande peste noire de 1347-1348 va interrompre pendant plusieurs années le conflit. Bien évidemment, les Anglais n'ont pas les moyens d'occuper tout le territoire français. Petit à petit, un sentiment national va naître et qui va prendre dans les provinces françaises fait et cause pour la dynastie des Valois. Un sentiment national qui fait qu'un Français ne sera pas comme un Anglais. Et alors, le roi Charles V va petit à petit chercher à combattre les Anglais différemment. Fini les grandes batailles d'Ost contre Ost chevaleresque. Il va plutôt privilégier, avec son loyal du Guesclin, des attaques de razzia, de coups de main, un peu des tactiques de commando, sans engager de grands effectifs. Et ça va petit à petit porter ses fruits. Sous le roi Charles VII, sur lequel je reviendrai en cours, là, on a une véritable révolution de la tactique militaire. Le roi Charles VII va petit à petit créer une armée permanente. Il s'est vite rendu compte de la lourdeur et de l'inefficacité, voire de l'inutilité de l'armée féodale, de ses vassaux, voire de ce banc et cet arrière-banc, la capacité de convoquer tous les hommes valides de 20 à 60 ans, mais simplement pendant une période de 40 jours. On s'est rendu compte que c'était inefficace. Donc le roi Charles VII va créer ce qu'on appelle les compagnies de l'ordonnance, une armée professionnelle, payée. Et une lance sera un effectif à peu près de 6 hommes, un chevalier, des pages qui le suivent, une suite, plusieurs hommes composés de pied-taille. Au début, on va avoir des effectifs de 100 lances, mais c'est le début d'une armée moderne, le début d'une armée professionnelle, la fin progressive d'une armée féodale composée des vassaux basée sur la chevalerie. Le roi Charles VII va considérablement donc modifier et moderniser l'armée française. Mais ce faisant, comme ça coûte très cher, petit à petit, l'idée d'un impôt permanent pour financer les dépenses de guerre va devenir une réalité dans le royaume de France. En 1453, c'est la date officielle de la fin de la guerre de 100 ans. Il ne subsistera de propriété anglaise que Calais sur le royaume de France. La France a fini par, comme on disait à l'époque, bouter les Anglais hors de France. À bientôt, chers élèves.